Washington DC, 22 avril 2022. Il est un peu plus de 6h30 du matin et le calme règne sur la Cour suprême américaine. C'est là qu'un homme s'assoit en silence sur les marches de l'institution. Il s'appelle Wynn Bruce, il a 50 ans, il est photographe et militant pour le climat. Et ce qu'il s'apprête à faire va marquer l'histoire. Enfin, sans qu'aucun journal ne s'en empare vraiment. Parce que d'un seul coup et sans la moindre revendication, Wynn s'immole par le feu, dans le silence le plus total. Rapidement pris en charge, Wynn mourra de ses blessures quelques heures plus tard. L'événement est à peine mentionné par la presse, un fait divers, rapidement classé comme un acte isolé. Pourtant, Wynn nous avait prévenu sur son compte Facebook. Et cet événement semble être bien plus qu'un simple fait divers. Parce que derrière cet acte extrême se cache un dossier plus sensible. Un malaise silencieux qui touche aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde, souvent jeunes, et qui peut, comme Wynn, pousser les gens à bout. On l'appelle éco-anxiété, et c'est le premier épisode de Génération. Moi, je crois pas vraiment à cette idée de dépolitisation de notre génération. Elle et moi dans le noir, on a coupé les ponts, mais on s'est rodave. Ce soir on se capte, on se parle pas trop, on s'est endormi après avoir pédé. 8 Français sur 10. C'est le nombre de personnes touchées par l'éco-anxiété en France, selon un rapport du gouvernement menant en 2023 par l'intermédiaire du Conseil environnemental et social. 8 personnes sur 10, ça fait plus de 50% de chances que je m'adresse à l'un d'entre vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Nicolas Ménager, j'ai 20 ans, et aujourd'hui on va débunker le terme d'éco-anxiété. Cette vidéo, c'est le premier volet de ma série Génération, une série vidéo YouTube 100% indépendante qui a pour but de dresser des questions de société qui nous concernent nous, principalement les jeunes. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide énormément à continuer les vidéos de cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bref, j'arrête de vous embêter, on peut aller directement au point de départ de notre histoire. À Champs-Rousse, ce n'est pas la joie, mais l'anxiété qui précède les grands affrontements. Bon, on y est, Champs-Rousse, c'est là que notre petite histoire commence. Bon, déjà, faut savoir qu'on compte à peu près 35 000 villes et communes en France. En gros, j'avais une chance sur 17 000 de grandir ici. Une station olympique à 30 minutes de Grenoble, d'à peine 400 habitants, et où je faisais des cabanes avec ma sœur. Une station marquée par les JO d'hiver 68 et qui, sans que je le sache à l'époque, allait complètement changer ma vie. Alors au début, c'était un terrain de jeu géant. Je faisais de la luge, je construisais des igloos, je me perdais dans les forêts, mais surtout, je skiais jusqu'à ce que le soleil se couche. Champs-Rousse, c'était le paradis, un vrai refuge, loin du bruit, loin du béton, du calme des arbres et un jardin immense pour un gosse de 8 ans tombé amoureux de sa station. Je rêvais parfois d'être skieur professionnel comme Nano, l'icône du ski de boss de la station, parfois pisteur ou encore cycliste, quand la neige disparaissait. À la maison, il y avait des affiches de Jean-Claude Killy, champion olympique en 68, des vieux skis en bois de mon père quand il avait mon âge, bref, tout respirait pour Champs-Rousse, et moi avec. Franchement, tout était parfait. Et vous vouliez qu'il se passe quoi de toute façon? Ah oui, un jour, le doute s'est installé. Alors pas chez nous tout de suite, mais autour. Les stations d'en face ont commencé à fermer les unes après les autres. Plus de neige, ils fermaient les remontées mécaniques pour créer des plateaux de ski de fond. Ouais, c'est ça la vie de moyenne montagne. Chez nous, ça tenait encore. On pelletait, on skiait, rien d'anormal à première vue. Jusqu'à ce fameux hiver 2017. Je me souviens avoir attendu la neige comme on attend le Père Noël. Mais le 25 décembre, au pied du sapin, j'ai eu le droit à un cadeau un peu particulier, 20 degrés et pas un flocon. Noël en t-shirt. Et d'année en année, on avait de moins en moins de neige. Et là, je me suis dit que quelque chose clochait. Depuis, chaque hiver, c'est un peu un compte à rebours. Je regarde tomber la neige en me demandant si c'est peut-être la dernière fois. Et cette peur, au fil des années, elle a changé de visage. Elle est devenue plus sourde, plus profonde. Elle s'est rapidement transformée en colère, puis en anxiété.
Ouais, ça fait rien, t'as pas ça, mes gars ils ont pas les codes, là ils rentrent pas en boîte. Je prenais le flash, allez puis je les rodave, elle est schlaguée chic, elle met le shit dans le sac. J'étais un gars bien insortable, donc gars je me tape, je me fais archi mal. Voilà, je suis bloqué à la casa, tu passes si tu veux, il me reste pas un petit gras. J'étais sur mon chantier au black, sur un échafaudage, bancal comme la 4. 4 la fac, j'y ai pas mis les pattes. À 4 du match, rentré flash et chez moi. Les frappes dans le sac et ma tête dans le sable. Là je te mens pas, j'essaie juste de slam. Servez ma vie, là je suis trop dans ça. Passe à côté de toi, je te vois que dans 6 mois. Bis handicap encore, j'ai vu creuser le trou avant de sauter dedans. Là je fais des tours pendant le mois de décembre. Le gel sur la route, il tient pour l'instant. Ça m'a dit fils, fais ta zik mais mange. Ici, je suis à 9000 km de chez moi. On dit de la Corée que c'est le pays du matin clair et frais. Et c'est plutôt vrai. Ici, je me sens loin des problèmes de ma montagne, ou de la frénésie de l'Hexagone. Pourtant, qu'on soit en Corée ou en France, on arrive bientôt à la fin de l'année 2025. Une année qui marque un tournant. Celui où le seuil fatidique des 1,5 degrés de réchauffement global semble plus proche que jamais. Et pendant que le monde franchit cette limite, je me revois à Champs-Rousse sous la neige il y a 8 ans. Mais depuis, il s'en est passé du temps. 8 ans de sécheresse, d'incendies, d'inondations, tellement courants qu'on les entend défiler tous les jours dans les médias. Nous savons précisément dans quel état est la planète et quels sont les risques qui nous attendent. Mais nous ne changeons pas substantiellement nos manières de faire et nos manières de vivre. Pourquoi ? What choice to anger? 19 people have been killed and more than 1,400 homes have been destroyed. Le Pakistan est à nouveau frappé par des inondations destructrices. Les incendies de forêt. We're all on this world globe, on this earth together, so we really need to work together to try and fix our homes, because our home is on fire. Bon, ok, notre maison prend feu. Mais ça, vous le saviez déjà. Pourtant, face à ces images, les politiques environnementales patinent. De la COP21 à Paris en 2015, où l'on s'engage à rester bien en dessous des 2 degrés, 7 ans plus tard, à la COP27 de Sharm el-Sheikh, aucun accord mondial n'entérine une sortie du pétrole ou du gaz. À la COP28, on reconnaît enfin la nécessité de s'éloigner des combustibles fossiles. Mais sous la présidence du sultan Al-Jaber, aucune contrainte ni calendrier ne sont présentées. C'est ridicule que vous demandez à quelqu'un qui a manifestement intérêt à ce qu'on continue à aller sur la voie du pétrole de présider la COP. En France, le Haut Conseil pour le climat juge la trajectoire d'émissions insuffisante pour tenir les objectifs climatiques, au point que la justice administrative a condamné l'État à 2 reprises pour inaction climatique, notamment dans les affaires Grande Sainte et l'affaire du siècle. Pendant que l'exécutif promet la sortie des énergies fossiles, Total Energy signe un bénéfice historique de 19,8 milliards d'euros en 2023. En hausse de 4% par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record. La Commission européenne pointe des manquements sur l'eau, la biodiversité et l'application du droit environnemental. Pourtant, en 2025, l'Union européenne valide un compromis minimaliste qui fragilise son leadership climatique. Et pendant ce temps, l'influence des lobbies fossiles s'intensifie. Record de présence à la COP28 et texte édulcoré sous pression. En France et en Europe, on le voit concrètement. ZFE freinés ou reportés, relance des grands projets autoroutiers, objectifs climatiques revus à la baisse. Dans la rue, la réponse aux mobilisations écologistes s'est durcie, notamment autour des méga-bassines comme à Sainte-Soline ou à Lützerath, en Allemagne. In the year 2023, how can we still be continuing down this path that we know leads us nowhere? Résultat, des COP, des promesses, des bilans qui patinent et une confiance qui s'érode. Growing up as part of the generation consumed by the climate crisis, I've been asking myself, why am I here? I stand here as a young person. Bon voilà, on y est. Elle, c'est Phoebe Hanson, et vous vous demandez sûrement pourquoi je vais vous parler d'elle. En fait, parce qu'elle occupe une place assez importante dans notre histoire.
Mais ça, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard, parce que d'abord, j'aimerais qu'on écoute ça. I stand here with the weight of the climate crisis on my shoulders, the baton of hope and inspiration hanging heavy in my hand. The decision of not wanting to have children, buried deep in my soul, for fear of what my future holds. And I don't stand here alone. I stand here with and for every young person who has ever been called a snowflake, whilst they plead with their parents to be heard. Bon, cet extrait vous dit pas forcément grand-chose, pourtant c'est le tournant de notre petite histoire. Phoebe Hanson, c'est une activiste climatique britannique, pas forcément connue du grand public, mais bon, on s'en fiche, pour moi elle est très importante. Diplômée de l'université de Leeds, elle travaille pour une ONG, Force of Nature. Et ce que fait Phoebe et ses collègues, c'est d'aider des jeunes face à une peur qui touche 84% des 16-25 ans, dont eux, sûrement vous, et moi. Et ce témoignage de Phoebe, il est précieux, pas parce qu'il est émouvant ou véritablement novateur, mais parce que cette fois, un vrai sujet de fond émerge. Les paroles se libèrent, les unes après les autres, à propos d'un même sentiment, et je peux parier à 99% de chance, en me laissant une petite marge d'erreur, que vous l'avez déjà vu quelque part. Débat ce matin sur une question qui semble traverser les jeunes générations. Selon un récent sondage de l'Institut IFOP, 67% des Français se déclarent éco-anxieux. Éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, en fait, Un pic d'éco-anxiété, je pense, terrifiant journal. les troubles de l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries. Bon, vous avez sûrement comme moi vu le terme passer partout dans les médias, pourtant il fait débat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon déjà, faut savoir de quoi on parle, l'éco-anxiété. Bon, selon sa définition actuelle, ça signifie une angoisse chronique liée au réchauffement climatique. Bon, jusque-là, vous me suivez, et peut-être même que vous vous reconnaissez. Pourtant, pour bien comprendre le mot et sa nature, faut revenir à ses origines. Aux États-Unis, dans les années 70, dans les papiers d'éco-psychologie du chercheur américain Robert Greenway. C'est le premier à faire le lien entre nature et santé mentale. Mais ça sera pas le dernier. Parce que dans son élan, en 1995, l'historien américain Theodore Roszak développe dans son livre Restoring the Earth, Healing the Mind, littéralement en français Restaurer la Terre, soigner l'esprit, le lien encore plus étroit entre nature, santé mentale et psychologie. Bon, nous les Français, pour le voir débarquer dans l'Hexagone, va falloir qu'on attende la théorisation du terme par la chercheuse belgeo-canadienne Véronique Lapège, qu'il définit comme un malaise identitaire face au réchauffement climatique. Jusque-là, je pense que vous commencez à saisir que l'éco-anxiété, c'est une psychologisation d'une appréhension humaine. Pourtant, c'est une définition assez vague. On ne sait pas de quoi ça parle, ni qui ça désigne. Est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une maladie mentale ou juste une appréhension humaine? Bon, jusque-là, on a pas mal de questions et une définition assez floue. Pour avoir un mot un peu plus satisfaisant, va falloir attendre les années 2000 avec le philosophe environnemental australien Graham Albrecht, qui lui développe un autre terme qui est celui de solastalgie. Bon, là, vous allez me dire, mais de quoi tu nous parles? Et vous inquiétez pas, c'est plus simple que ce que vous pensez. En fait, la solastalgie, ça désigne une angoisse liée à la perte d'un environnement familier. En gros, c'est comme l'éco-anxiété, mais beaucoup plus localisé. Bon, pour vous faire une illustration, dans mon cas, ma montagne, c'est un environnement qui m'est cher. Et sa destruction par le réchauffement climatique me crée une angoisse profonde. Bon, je l'ai vulgarisé, mais en gros, c'est ça. Mais bon, maintenant que je vous ai fait cette petite page d'histoire, il faut qu'on parle de chiffres. Le constat, c'est qu'on a deux mots, l'éco-anxiété et la solastalgie. L'éco-anxiété, c'est la plus populaire des deux, parce que depuis 2018, son utilisation dans les médias, elle a complètement explosé. Il y a même une étude qui a été menée en 2021 par The Lancet Planetary Health, qui a interrogé 10 000 jeunes dans 10 pays. Résultat, 84% des 16-25 ans se disaient inquiets du réchauffement climatique. Et derrière cette peur, on met constamment le terme d'éco-anxiété. Alors que la solastalgie, bien qu'elle soit plus précise et localisée, elle se fait beaucoup plus rare dans les médias. Bon, moi je comprenais pas pourquoi l'éco-anxiété était beaucoup plus utilisée que la solastalgie pour désigner les jeunes dans les médias. Le seul truc que je retenais, c'était les chiffres qui étaient absolument affolants par rapport à la santé mentale des jeunes et la préoccupation du réchauffement climatique. Puis je suis tombé sur une vidéo en me baladant sur YouTube qui a un petit peu tout bouleversé. Et je vous propose qu'on la regarde ensemble. C'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'alambic médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Toute politique a été abolie. Alors on interroge les jeunes. Alors vous êtes anxieux? Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors oui, ils sont anxieux forcément. Bah oui. Alors c'est l'éco-anxiété. Bah on va faire des couvertures là-dessus. Tiens, puis des numéros spéciaux et tout, des cahiers séparables. L'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Bon,
La vidéo que vous venez de voir, c'est un passage du penseur et essayiste Frédéric Lordon. Au début, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait parce que je trouvais qu'il niait complètement une peur que je trouvais légitime chez les jeunes, surtout une vraie question de santé publique, qui touche beaucoup de jeunes en France. Mais j'ai regardé 2 ou 3 fois la vidéo et j'ai commencé à comprendre la plupart de ses critiques vis-à-vis de l'éco-anxiété. Comme je vous l'ai dit au début, l'éco-anxiété, c'est une psychologisation complète d'une appréhension humaine. On lui a enlevé toute nature politique et de fait, on se retrouve avec un mot assez creux, flou et vide de sens. Mais bon, jusque-là, je comprenais les critiques vis-à-vis de l'éco-anxiété, mais je comprenais aussi son utilisation, qui permet de mettre des mots sur une peur qui est juste chez les jeunes et qui permet pour certains de s'identifier et d'avancer. Puis je suis tombé sur une deuxième vidéo, qui pour le coup, là, a un peu tout changé. On est sur la chaîne YouTube de Sud-Ouest, le 19 mars 2022, en pleine campagne présidentielle à Pau, où le journal décide d'organiser une rencontre entre ses lecteurs et Emmanuel Macron, président de la République en pleine campagne pour un 2e mandat consécutif. Rien n'est gagné, rien n'est écrit. Je ne crois aucune chose. Jusque-là, rien d'anormal. On lui pose des questions, on parle d'Europe, de son précédent mandat et des grandes lignes de son programme pour la suite. Puis une question retient mon attention. Elle est posée par une étudiante, manifestement assez stressée, comme on peut le voir avec sa main gauche qui tremble en tenant son papier. Pourtant, sa question est centrale. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à la tempête climatique et sociale qui va s'abattre sur nous? L'urgence climatique est là. Qu'allez-vous faire? Merci. Bon, vous le sentez venir, non? J'ai repris vos mots d'éco-anxiété. Il y a une urgence climatique, je l'ai rappelé hier, et rien de ce que nous vivons ne doit nous faire perdre de vue ce qui est maintenant établi, documenté scientifiquement. Pour autant, je pense que l'anxiété ne permet pas d'avoir une action utile. Je vais essayer de vous dire quelle est ma vision des choses. Je suis plutôt pour l'écolucidité. Notre défi collectif, c'est d'essayer de convertir la lucidité qui, j'espère, est en train de se diffuser, et la colère de certains, pas en anxiété, parce que l'anxiété vous abat, vous fait vous replier sur vous-même. Elle vous rend apeuré, indigné, elle fait que vous dites « les autres ne valent rien parce qu'ils ne bougent pas aussi vite que vous voudriez ». La question, c'est comment on produit ensemble de la réaction utile et de l'efficacité. Bon, vous n'êtes pas surpris, j'imagine. Et c'est là que ça devient inquiétant. Pourquoi on est habitué à ce style de discours? Du coup, j'ai fouillé Internet pour retrouver les séquences où Emmanuel Macron parlait de l'éco-anxiété, où il répondait aux jeunes. En vrai, il doit bien y avoir une vidéo où il comprend, une vidéo où il s'indigne, une vidéo où il agit. Si, je vous promets que ça existe. Même un petit article. J'en suis sûr, face à autant de jeunes, devant autant de constats du GIEC, des rapports de santé publique, de la main tremblotante de l'étudiante en face de lui, des dizaines de milliers de témoignages, des études menées par des chercheurs, et surtout, des voix qui se lèvent pour lutter contre les problèmes de santé mentale chez les jeunes. Si, je suis sûr que ça existe. Et non, y a rien. Et pire. Défendre la nature et sauver la planète. C'est pas le seul. Moi, personnellement, je suis très anxieuse. Le premier message, c'est on va ensemble faire le max de boulot, on va accélérer, mais nos enfants, gardez l'innocence. Gardez l'innocence. Garder notre naïveté. Parfois, je me demande si on vit dans les mêmes mondes. Les jeunes sont de plus en plus exposés à des violences de toutes sortes sur les réseaux sociaux. Et on leur demande de fermer les yeux. Et là, on comprend plus grand-chose. Moi, j'ai l'impression d'enquêter dans le vide pour un mot qui n'existe pas vraiment. Et si Frédéric Lordon, il avait raison en fin de compte? Si le problème était dans la manière dont on raconte l'histoire, du traitement médiatique qu'on fait de l'éco-anxiété. Enfin, je suis le seul à être un peu surpris par comment l'écologie est traitée en France. J'ai analysé plus d'une centaine de séquences sur l'éco-anxiété. Je me suis tapé des émissions, parfois ridicules ou dénigrantes. Est-ce qu'on en fait trop, ou le sujet dérange? En tout cas, moi j'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux savoir qui sont ces jeunes qui flippent pour demain, laisser parler et comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que non, Monsieur le Président, le réchauffement climatique n'est pas uniquement bureaucratique ou scientifique. C'est désormais une question de santé publique, avec des visages. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Ça aurait été trop facile. Trop évident que la réponse soit là, sous nos yeux. Parce que l'éco-anxiété est un phénomène éminemment complexe. En réalité, c'est presque une anomalie. Une balise médiatique, un concept qu'on vous enlève et qu'on pointe du doigt avant même que vous n'ayez eu le temps de vous l'approprier. Donc faut repartir de zéro. On n'a pas le choix. Faut qu'on revienne à l'essence même de l'éco-anxiété, pour mieux l'appréhender, se l'approprier, car là c'est juste un produit médiatique. C'est un peu un truc bateau, mais je crois que genre j'étais à la Fnac et j'avais acheté le manifeste de Greta Thunberg et je me souviens de l'avoir lu d'une traite et je me revois voir ma mère en pleurs en disant mais maman, mais on va mourir, c'est horrible, faut regarder la planète que vous nous laissez et tout. Je m'appelle Iloa, j'ai 18 ans, j'habite à Lille et je sais pas si beaucoup de gens se sentent éco-anxieux parce que j'en entends pas trop parler autour de moi, à part dans les débats politiques, etc. Mais entre nous, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Et je pense que l'éco-anxiété, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut nous permettre justement d'avoir notre part de responsabilité et de savoir qu'on a un rôle à jouer et qu'on peut mettre des choses en place pour éviter que la planète se dégrade. Mais c'est vrai que j'essaye de mettre tellement de choses en place dans mon quotidien depuis que je suis petite parce que ça fait partie de moi et parce que ma famille est comme ça et qu'on m'a toujours dit que c'était très important, que s'il n'y avait plus de planète, t'étais plus là, donc autant la protéger. Le truc principal, c'est que j'ai pas forcément un stress continu tout le temps où je m'en rends pas compte, mais c'est surtout en vrai dès que je vois des vidéos sur les réseaux sociaux d'ours polaires qui sont en train de mourir sur la banquise et tout, ou même d'articles ou de gens qui en parlent, vraiment ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur et je sais que j'en ai déjà pleuré. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans les jupes de ma mère en train de pleurer à cause de ça parce que je me disais mais c'est pas possible. Comment on va faire genre. Quand j'étais petite, je me renseignais beaucoup par rapport aux écologistes justement qui en parlaient et qui étaient très directs vis-à-vis de ça. Et ça me rendait très triste parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun espoir dans leurs paroles. Et du coup, je me disais, ok, c'est moi qui vais, en mode super-héroïne, c'est moi qui vais aller sauver la planète. Genre. Et maintenant, plus j'étudie, plus je me dis, ok, j'ai quand même ma part de responsabilité à jouer là-dedans. Et je sais que une voix en plus, c'est déjà bien. Du coup, j'essaye de me renseigner et j'essaye de vraiment pouvoir agir. Mais c'est vrai que je suis un peu... je dis pas que je baisse les bras parce que je refuse de baisser les bras, mais plus le temps passe, plus je me dis ok, en fait ça sert à rien. Ce que je fais, ça va servir à rien parce qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup plus de responsabilités à jouer et qui le font pas. Alors quoi ? Ça signifie qu'on a perdu la partie ? Qu'au fond, avec les incendies, la fonte des glaciers, les rapports du GIEC et l'inaction politique, nous les jeunes, on finit par laisser tomber ? Pas vraiment. Ce que j'ai compris en travaillant sur l'éco-anxiété, c'est que c'est pas seulement un concept flou ou une angoisse passagère. En réalité, c'est une peur rationnelle, parfois lourde, et qui ne disparaîtra pas tant qu'on n'agira pas de manière concrète. Mais de l'autre côté, je vois aussi qu'il y a des jeunes partout qui se reconnaissent dans les mêmes injustices et qui essayent chacun à leur façon de faire bouger les lignes. Et ça, faut le dire, c'est plutôt rassurant. Pour autant, la question de la santé mentale n'a jamais été aussi sérieuse et préoccupante. Aujourd'hui, plus d'1 jeune sur 2 en France se déclare éco-anxieux. Et sur ce sujet, il faut le dire, c'est souvent silence radio. Mais bon, je vous rassure, l'éco-anxiété n'est pas seulement un constat inquiétant. C'est aussi le signe d'une génération lucide, concernée, et qui refuse de détourner le regard sur l'urgence climatique. Et à partir de là, on pourra peut-être pas empêcher le monde de brûler, mais on pourra difficilement dire qu'on n'a rien fait.